Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur. Elle est autrice, journaliste et conférencière aux livres best-sellers comme notamment 3 kiffs par jour ou Power Patate. Depuis 15 ans, elle communique et partage sur les enseignements de la psychologie positive et nous livre des propositions d'action à expérimenter dans nos quotidiens pour augmenter notre niveau de bonheur et nous épanouir dans la vie. Ensemble, nous revenons sur les ingrédients clés du bonheur et sur comment concocter, au regard de toutes ces informations, notre propre recette du bonheur. Parce que comme le dit Florence Servan-Schreiber, l'investissement que nous faisons sur nous-mêmes est celui qui aura le meilleur rendement. Très belle écoute à tous. Bonjour Florence. Et bonjour tout le monde. Florence, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast. Merci d'être là avec moi, merci d'être là avec nous pour un beau programme ensemble. Allons-y. Alors aujourd'hui, on va se parler de bonheur, Florence, des déterminismes du bonheur, de comment on peut être plus heureux dans la vie. On va parler de kiff aussi, un petit clin d'œil à ton livre. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter et nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser à la problématique du bonheur, puisqu'aujourd'hui tu te définis comme professeur de bonheur. Alors je m'appelle Florence Servan-Schreiber. En effet, je suis formée en psychologie. Et depuis 15 ans, je communique autour d'un des pans de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive. Je suis autrice de livres, je suis conférencière, je suis journaliste, parfois je suis comédienne, mais uniquement pour parler de psychologie. Donc c'est ça, professeur de bonheur. Alors justement, parlons de la psychologie positive. Peut-être que tout le monde ne sait pas de quoi on se parle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et surtout ce qui la distingue de ce qu'on appelle aussi la pensée positive ? Ce n'est pas du tout la même chose. On va commencer par la pensée positive, qui est le principe de se dire que tout va bien en espérant que ça fasse en sorte que tout aille bien. Donc, il n'est pas dit que ça marche, mais peut-être que ça fonctionne pour certains. La psychologie positive, c'est tout à fait autre chose. C'est un domaine de recherche universitaire qui existe depuis l'an 2000, qui a été créé par des chercheurs en psychologie qui se sont rendus compte que toute la recherche portait sur la maladie, sur les pathologies, sur comment guérir les gens. Et l'un d'entre eux a eu l'intuition de se dire, puisqu'on sait par exemple que l'impuissance peut s'apprendre, comme un chien qui va appuyer sur une petite pédale et il y a de l'eau qui sort et si on coupe l'arrivée d'eau, au bout d'un certain temps, il va comprendre qu'il ne va plus appuyer sur la pédale, ça ne sert plus à rien, donc il ne le fait plus. Ça s'appelle l'impuissance acquise. Nous faisons la même chose, les êtres humains. Quand quelque chose ne marche pas, au bout d'un moment, on finit par s'y prendre autrement. Et Martin Seligman, c'est son nom, s'est dit, puisqu'on peut apprendre l'impuissance, peut-être peut-on apprendre la puissance. Et à ce moment-là, quand on parle de puissance, c'est l'épanouissement. Le bonheur en fait partie. Ce sont toutes ces choses, la créativité, l'amitié, l'attachement, qui justement nous rendent plus puissants, nous rendent plus présents, nous rendent plus efficaces, nous rendent plus heureux aussi, au passage. La psychologie positive, c'est donc la somme des études qui sont faites en laboratoire pour déterminer quel comportement, quelle personnalité, quelle organisation marche et comment ça peut nous aider, nous inspirer à aller sur la voie de l'épanouissement. Et ça se mesure concrètement ? Bien sûr, ça se mesure. Il y a des instruments, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle d'Oxford, qui est très utilisée, qui comprend 21 questions. Il faut savoir que la mesure du bonheur est toujours autodéclarative, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun instrument,
aucun coton-tige qu'on pourrait nous insérer, ou que ce soit d'ailleurs, qui nous dirait si nous sommes heureuses, heureux ou pas. C'est en répondant à des questions sur une échelle de 1 à 10 que l'on peut mesurer en quoi notre niveau de satisfaction globale évolue. On s'en sert en mesurant le bonheur des gens avant ce qu'on appelle une intervention, qui est donc une proposition de comportement ou une proposition d'action. Et ensuite, on revient et on remesure la même chose chez le même individu une fois que ça a été fait. Donc ça nous permet de dire, oui, le niveau global de satisfaction de cet individu a augmenté, ou non, ça n'a pas augmenté, ça a augmenté de temps, etc. D'ailleurs, ça me fait penser à cette étude de Harvard qui a suivi des gens, je crois, pendant 70 ans. On a vraiment regardé comment leur bonheur évoluait année après année et on a pu vraiment mesurer ce qui fait que certaines personnes étaient plus heureuses que d'autres. Donc on peut suivre comme ça, année après année, comment notre bonheur peut évoluer. Cette étude est toujours en cours. Elle a commencé en 1937. Et en effet, tous les participants, puisque ça n'a commencé qu'avec des hommes, il n'y avait que des hommes à Harvard en 1937, ont accepté de répondre à ce fameux questionnaire qui permet de mesurer leur niveau de satisfaction globale. Et en plus de cela, ils devaient décrire leurs conditions de vie et ce qu'ils avaient fait dans l'année, enfin qu'ils racontent un peu quel était le contexte de ces réponses. En plus de ça, les chercheurs leur rendaient visite tous les 2 ans, à la fois pour s'assurer que c'était vrai et qu'ils cochaient pas juste des cases, et puis aussi pour mieux apprendre à les connaître. Et puis quand même, au bout d'un certain temps, ces jeunes gens, puisque c'était tous des étudiants qui quittaient Harvard au moment où ça a commencé, se sont mariés, ont créé des familles, et donc leurs conjoints sont rentrés dans la danse aussi. Donc c'est là où les femmes sont arrivées. Et également les enfants. Donc maintenant, les données de cette étude qui persistent, puisque aujourd'hui ce sont les enfants de ces gens-là, eh bien, nous permettent en effet de tirer des conclusions en disant telle ou telle chose, en tout cas, ce qu'ont en commun les gens qui se déclarent le plus heureux, c'est, et à ce moment-là, on a une liste. Et juste pour dire à quoi ça sert pour nous autres à nous en inspirer, si jamais, d'aventure, nous avions envie de nous sentir plus à notre place, plus serein. Tu dis souvent que la psychologie positive, en tout cas toi, ce que tu partages, c'est de l'information, c'est pas de la thérapie. Pour autant, ces informations, elles peuvent être utilisées dans un cadre thérapeutique, dans le coaching. En quoi c'est important de rappeler qu'on est juste sur de l'information et qu'il n'y a pas nécessairement d'injonction derrière ? Le coaching et la thérapie sont des choses différentes. Merci d'en parler. Le coaching va apporter des informations. Et à partir de ces informations, on va faire un certain nombre d'exercices ou de réflexions. Mais on n'est pas là pour soigner quelqu'un, on est là pour accompagner le développement que la personne va faire elle-même. En thérapie, il n'y avait pas de psychologie positive dans un premier temps, mais aujourd'hui, des thérapeutes ont développé l'introduction de ces informations dans leur pratique. Mais il faut savoir que dès lors, par exemple, lorsque j'écris un livre qui raconte ce que j'apprends, parce que c'est ça que je fais, je vais chercher des études, je vais comprendre en quoi elles s'appliquent à nos comportements. En général, j'essaye de les appliquer à mes comportements et ça me permet de raconter et de décrire. Donc, n'importe qui peut s'en inspirer puisqu'il s'agit de l'observation de gens qui sont, et sans que ce soit du tout péjoratif, qui sont n'importe qui, c'est-à-dire qui sont comme toi ou comme moi. Nous n'avons pas de pathologie référencée ou particulière, juste nous sommes des femmes dans la vie qui faisons du mieux que nous pouvons avec ce que nous faisons. Et voilà le type de personnes que l'on interroge ou que l'on entraîne dans des interventions. Si on se parle un petit peu de nos émotions, on parle souvent d'émotions négatives ou d'émotions désagréables, ça dépend du mot qu'on souhaite employer. Pourquoi avoir des émotions négatives, c'est important, même dans le champ de la psychologie positive, qu'on ne se parle pas de cultiver uniquement des émotions qui vont être positives ? C'est un peu comme si on demandait pourquoi est-il important qu'il y ait du ciel. On n'a pas le choix, déjà. Donc, là où c'est nécessaire, en tout cas,
Les émotions négatives nous signalent que nous sommes touchés, que nous sommes là, que nous sommes vivants, que nous avons besoin de bouger, que nous avons envie de bouger, que ça nous donne envie de bouger. Elles sont tout à fait nécessaires. Ce qui est à la fois dommage mais explicable, c'est qu'il y a plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Et même dans la liste, quand on commence à consulter les listes, on s'aperçoit que vraiment, on a beaucoup plus de raffinement dans ce qui nous fait du mal que dans ce qui nous fait du bien. Mais si on veut ramener ça à la psychologie positive, je crois que ta question est en quoi serait-il possible de vivre sans ? Il est impossible de vivre sans. Non seulement il est impossible de vivre sans, mais elle donne énormément de relief à ce qui va bien. C'est parce que nous faisons l'expérience de la difficulté que nous allons être en mesure de nous réjouir des facilités, des plaisirs, des grands bonheurs, des créations. C'est un contraste qui est absolument indispensable. C'est comme les saisons. L'été a bien meilleur goût parce que nous vivons l'hiver. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que les émotions, ce que nous appelons les émotions négatives, c'est-à-dire la peur, la colère, les réactions de cet ordre-là, c'est ce qui nous permet de survivre. La peur nous permet de prendre nos jambes à notre cou si jamais nous sommes attaqués par une bête féroce jadis, et je ne sais pas par quoi aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'attaques, mais il y a des attaques morales, donc c'est l'équivalent. Donc c'est ça qui a permis à notre espèce de survivre jusqu'à présent, c'est que nous sommes capables de percevoir les dangers. Et il faut percevoir le danger. Donc il faut avoir des émotions négatives, ce sont elles qui nous disent que c'est toxique, que c'est un mauvais goût, que c'est pourri, que voilà, tout ça sert à survivre tout simplement. Donc c'est pas agréable. Et néanmoins, on peut ne pas que laisser faire la nature. C'est-à-dire que si je me laisse aller à ce qu'est notre nature humaine, et ça c'est vrai dans le monde entier, eh bien, je vais plutôt percevoir le négatif. Petite particularité française, nous avons pris l'information au pied de la lettre et nous adorons, parce que nous adorons percevoir le négatif. On parle que de ça, c'est beaucoup plus amusant. Il suffit d'ouvrir n'importe quel média à n'importe quelle heure et c'est que des histoires absolument atroces, parce que ça capte notre attention, ça fait plus de bruit que le positif. Tu penses que c'est une spécificité française ? Je le sais, on le retrouve dans les classements des pays, c'est-à-dire que très récemment est paru le classement annuel du bonheur dans une trentaine de pays. Notamment, il y a un classement de l'optimisme. Alors, les questions que l'on pose, c'est « Pensez-vous que dans 5 ans, vos conditions de vie seront meilleures et vous vous sentirez mieux que maintenant ?» Il faut savoir que sur 30, nous arrivons en 27e position et que derrière nous, il y a soit des pays qui sont en dictature, soit des pays qui sont en guerre. Donc, regardons bien quand même ce qu'est le mode de vie en France, cette espèce de chose qui fait que nous ne voyons que ce qui ne va pas, on critique le gouvernement, les institutions, le Donald Trump, en fait, tout le monde y passe, alors que en posant un autre regard sur son existence et sur ses conditions, il y a vraiment des choses incroyablement confortables dans la manière dont nous évoluons. Donc c'est vraiment ce rapport-là, oui, c'est un réflexe que nous avons. Et je l'ai aussi, quand je dis ça, je ne m'exclus absolument pas de cette réflexion, d'autant plus que par-dessus le marché, je suis parisienne, donc c'est encore pire, parce qu'à Paris, on râle tout le temps. Ça fait presque partie du folklore, en fait. Mais il faut y faire attention, parce que il y a un moment où, par exemple, le pessimisme va quand même nous taper sur le moral. Et le pessimisme est une interprétation, tout comme l'optimisme l'est. Et une des choses qu'a démontré la psychologie positive, c'est que si on applique de l'optimisme sur une situation, eh bien, on va mieux s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais au moins, on va essayer. Donc, évidemment, ça fait une différence à court, moyen ou long terme. Ce qui est intéressant, puisque tu parles de l'enquête Ipsos d'ailleurs, c'est que les Français se déclarent globalement satisfaits de leur situation, mais sont effectivement très peu optimistes sur l'avenir. 70% d'entre nous se déclarent heureux, parce que nous sommes fiers, madame, quand même. Je suis sûre qu'il y a de ça. D'abord parce que c'est vrai,
Et surtout, quand on demande aux Français quelles sont les sources de votre bonheur, la réponse est fantastique parce que ce sont les liens familiaux, les liens avec les gens autour de nous. C'est ce qu'a révélé l'étude de Harvard, la fameuse, c'est que ce sont les liens. C'est l'amour, c'est le sentiment d'amitié, c'est le sentiment d'attachement, c'est tout ce qui va à l'encontre de la solitude qui nous procure le plus grand bonheur. Et les Français en sont très conscients, donc ça c'est formidable. Super. Si on reparle un petit peu justement des pensées, toi tu nous dis qu'il faut aussi choisir ses lunettes. Et je cite cette phrase que j'ai lue dans ton livre, tu écris « Ne voir que le côté négatif nous pousse à nous résigner alors que l'inverse nous donne de l'élan et est favorable à notre santé ». Est-ce qu'on peut vraiment toujours choisir les lunettes qu'on pose sur le monde ? Oui. Il faut bien comprendre que nous avons d'abord des réactions instinctives. Donc, évidemment, face à quelque chose de difficile, le découragement est totalement humain. Ça fait vraiment partie des choses naturelles à ressentir. Mais quand on se sent aspiré par le fond, parce que on peut se sentir aspiré par le fond, et ça nous est arrivé absolument à toutes et tous, se demander si je ne peux pas regarder la situation autrement. Et une bonne façon de s'en convaincre est de regarder ce que nous avons déjà traversé dans nos vies. Et nous avons tous connu des catastrophes. Au moment où elles se sont présentées, probablement on s'est dit « je ne vais jamais m'en remettre ». Et puis si on regarde plus tard, on s'aperçoit que non seulement on s'en est remis probablement, mais en plus de ça, on a appris une ou deux choses au passage. Et à ce moment-là, ça nous permet de continuer à avancer. Donc oui, c'est un choix de lunettes. Est-ce que tu veux donner l'exemple de ce qui s'est passé pour nous, pour toi et moi? Absolument. Parce que ça l'illustre. C'est un très bel exemple. Oui, pour ceux et celles qui nous écoutent, effectivement, on a déjà enregistré une interview avec Florence ensemble, et je me rends compte en rentrant que l'interview n'avait pas fonctionné. Enfin, l'enregistrement était en tout cas défectueux. Et effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, j'étais bien sûr dépitée, mais je me suis dit, on va recommencer. Soit je choisis effectivement de m'abattre sur la situation, soit je choisis de recommencer et de retenter, quoi. Mais mieux que ça, c'est-à-dire que la première fois, nous avions un enregistrement. Et là, tu es arrivé en disant, on va sortir tous nos téléphones et on aura 3 enregistrements. Oui, on a 2 téléphones. C'est exactement ça, la notion, c'est que voilà quelque chose qui est totalement contraignant, donc qui n'a aucun caractère de gravité, mais c'est une contrainte pour ton temps, c'est une contrainte. Et puis c'est une déception. En fait, c'est ça, tous les ingrédients de la galère, on va dire ça comme ça. Mais nous avons appris quelque chose. Toi et moi avons appris que il vaut mieux, on ne sait jamais, il vaut mieux doubler, voire tripler l'enregistrement. C'est à ça que servent les reculades, les embûches, quand on trébuche, et bien ensuite on bûche autrement. Absolument. Et ça me fait penser aussi à cette notion d'autocompassion sur laquelle a beaucoup écrit Kristin Neff, cette psychologue américaine, où elle dit, effectivement, dans une situation difficile, qui est déjà difficile en soi, on a déjà des émotions qui sont pas faciles, s'auto-flageller, c'est quand même la double peine, et qu'il faut faire preuve aussi de bienveillance. Ça rend le moment moins difficile aussi. Le moment et peut-être même l'ensemble de l'existence. J'ai rencontré Kristin Neff, qui est donc une grande chercheuse américaine, et qui a un enfant porteur de handicap. Et elle s'est rendue compte que justement la double peine consistait à donc aider cet enfant et puis se reprocher tout un tas de choses. Elle était pétrie de culpabilité, de questionnement. Et c'est comme ça que lui est venue cette idée-là, en se disant, mais est-ce que au moins je pourrais moi-même ne pas m'accabler en plus de la situation? La situation est déjà suffisamment compliquée pour mon enfant, pour moi-même, pour mon mari, pour notre famille. Est-ce que peut-être je peux m'apporter un peu de soutien? Donc, elle a fait tout un tas d'explorations autour de ça, et en effet est arrivée vraiment à formuler que nous sommes très souvent notre pire censeur. C'est-à-dire que nous jugeons nos actions, et si, par exemple, il nous arrive quelque chose comme l'enregistrement, soit on peut se dire « Oh là là, vraiment, t'es trop nul parce que t'aurais pu vérifier ton truc », voilà, ça c'est une petite voix qui peut nous parler comme ça, ou il y a une autre voix qui peut te dire « Ma pauvre choute, viens, je te fais un câlin ». Et puis on rappelle Florence.
c'est pas la même voix. Mais cette voix, elle est quand même... j'ai l'impression qu'elle est quand même assez instinctive. De prime abord, c'est effectivement ce côté ah mince, j'aurais pas dû, ah mince. Enfin, et c'est humain, je pense qu'on le ressent tous. C'est humain et culturel. Nous sortons, peut-être toi et moi, j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles françaises où on passe notre temps à nous enlever des points. Le système de notation, on part de 20 et on enlève des points. Au lieu de donner des points parce qu'on a fait quelque chose de bien, on enlève des points parce qu'on a fait quelque chose de mal. Donc nous sommes dans le reproche permanent. Donc c'est presque une façon de nous aimer, de nous faire des reproches. C'est comme ça que nous avons eu de l'attention lorsque nous étions à l'école. Les profs, les élèves qui avaient des bonnes notes avaient beaucoup moins d'attention que les élèves qui avaient de mauvaises notes. Donc on est presque conditionné par ça aussi. Mais de nouveau, il n'y a rien à changer si ça ne nous coûte pas. Mais si de temps en temps, on trouve que c'est plus dur à soulever, à ce moment-là, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai comme possibilité ? Un des outils, c'est cette autocompassion, qui est de dire, parle-toi comme tu parlerais à un ami. Parce que si une copine t'avait dit, voilà ce qui m'est arrivé, elle t'aurait dit, oh là là, oh, et alors, qu'est-ce que t'as fait, oh là là, ma pauvre, ou c'est dur, enfin, elle aurait compati. Voilà. Donc on peut se parler comme si on parlait à une copine. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est de se relier à l'humanité, de se dire, en fait, ce que je traverse, d'autres le traversent aussi. On se sent moins seul aussi. Ça, c'est à ça que sert le fait de considérer qu'on fait partie d'un grand ensemble. C'est aussi à ça que sert, lorsqu'on rencontre quelqu'un, de toujours se dire, je n'ai aucune idée de ce que vit cette personne, en vrai. Et alors ça crée plus de compassion pour les autres. On se relie plus facilement en n'imaginant pas, derrière le sourire de quelqu'un, que cette personne peut être en train de traverser des choses absolument dingues et difficiles et atroces. Donc juste être un peu indulgent et ouvert. C'est une bonne transition avec ta définition du bonheur. Donc je la reprends, elle est issue de ton livre. Être heureux, c'est être amoureux de sa vie, en prendre soin, la chérir, sans convoiter celle du voisin. Et ça m'amène au sujet de la comparaison, justement. La comparaison fait partie, de nouveau, de cet instinct que nous avons, parce que nous sommes des créatures sociales. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Donc évidemment, ce qu'on regarde, ce sont les autres et comment ils s'y prennent. Après, il y a une petite confusion, c'est qu'on peut les regarder sans les imiter, et sans chercher à les imiter. Et or, parce que c'est quelque chose qui nous vient assez naturellement, nous tentons de vouloir imiter ou surtout de faire une liste en disant ben voilà ce que je vois, et notamment ce que je vois sur les réseaux sociaux, on peut parler de ça, mais pas que. Il y a aussi nos pairs dans une classe, nos collègues lorsque nous travaillons, on se dit oh là là, tiens, elle fait comme ça ou lui fait comme ça, donc j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais on peut pas s'y prendre comme quelqu'un d'autre, on peut au mieux s'inspirer de leur façon de faire. Mais je ne peux pas plaquer mon comportement sur le tien, puisque nous ne sommes pas la même personne. Donc je ne vais pas m'y prendre de la même façon. Et si vraiment on ne peut pas s'empêcher de se comparer, il y a une liste intéressante à faire. D'ailleurs, c'est quand je vais faire des exercices aux gens, si je leur demande de quoi êtes-vous satisfait dans votre vie. Donc on va commencer une liste par « je suis content de ». Et on liste des choses. Il y a un certain nombre d'items qui va arriver sur cette liste. Et ensuite, on va faire une autre liste qui s'appelle « Je suis contente de ne pas ». Et je suis contente de ne pas, on peut commencer par « Je suis contente de ne pas vivre en Ukraine »,« Je suis contente de ne pas avoir vécu au Moyen-Âge »,« Je suis contente de… » À ce moment-là, la liste est extrêmement vaste et on obtient plus de satisfaction à faire la liste « Je suis contente de ne pas » que « Je suis contente de ». Donc, on peut se servir de la comparaison pour se prouver que la vie que nous avons est celle qui nous convient. Et aussi se réjouir de celle des autres, parce que tu en parles dans ton livre, mais se réjouir aussi du bonheur des autres, ça contribue à notre bonheur. C'est ça qui est fascinant, c'est que lorsqu'on sait justement quelqu'un autour de nous vit quelque chose, se réjouir pour cette personne au lieu de se dire « Ah, la personne est comme ça et moi je n'ai pas ça », ça c'est vraiment, ça c'est pas l'idée. On s'aperçoit par exemple que, je ne sais toujours pas comment cette conclusion a été établie, mais que lorsque nos voisins sont plus heureux, si on a des amis, je vais le dire autrement, si on a des amis qui habitent dans un rayon de 10 km autour de nous,
lorsque eux sont plus heureux, nous sommes aussi plus heureux. Donc, une fois de plus, il me manque le fond de cette étude-là, mais elle représente bien cette idée, se réjouir pour nos enfants, pour nos proches, pour les gens autour de nous, pour n'importe quoi, des nouvelles, nous rend instantanément plus heureux. Notre cerveau fabrique aussi des neurotransmetteurs positifs. Et l'inverse est vrai aussi, quand les autres sont plus malheureux ou stressés, il y a cette contagion et on se sent de facto moins bien aussi. Absolument, absolument. Si on est pourvu d'empathie, on va en effet également éprouver la peine des autres. Ça, c'est un super conseil, je trouve, de vraiment se dire dans une situation, au lieu de jalouser, se dire « Ah bah je suis contente pour cette personne ». C'est ça. Ça coûte rien en plus. Non, ça coûte absolument rien, mais surtout, on n'a même pas besoin de lui en parler. On peut se dire, ah là là, c'est vraiment joli à regarder. Moi, ça m'arrive très souvent de me dire, mais quel bonheur de voir cette personne Parce que je trouve que c'est aussi une indication que si quelqu'un peut se sentir comme ça veut dire que peut-être moi aussi, je peux me sentir comme ça. Oui, ça nous inspire. C'est ça. Mais quand même, on n'est pas tous pareils. Tu en as un petit peu parlé. Tu nous dis qu'on n'arrive pas au monde avec le même jeu de cartes. Qu'est-ce qui détermine, justement, au regard des études, notre appétence, si je peux employer ce terme, au bonheur ? Alors, c'est pas tant l'appétence que la compétence. La compétence. C'est vrai qu'il y a quand même des facteurs prédéterminés et prédéterminants. On s'est aperçu de ça en observant des jumeaux monozygotes, donc identiques, qui ont été séparés à la naissance et qui adoptés dans des familles différentes, qui ne se connaissaient pas. Et quand on les a interrogés sur leur niveau de bonheur, ils ont déclaré exactement le même niveau de bonheur. Donc, on s'est dit, waouh, c'est donc totalement génétique cette affaire, puisque les conditions de vie n'ont pas l'air de compter. Et puis, c'est une chercheuse qui s'appelle Sonia Lyubomirsky, qui vraiment dédie sa carrière à comprendre d'où vient notre capacité au bonheur, qui s'est aperçue qu'en effet, c'est assez déterminant. Ça compte pour 50% de ce que nous allons ressentir. Les gènes nous permettent de fabriquer les neurotransmetteurs dont on a maintenant, je pense, tous entendu parler, que sont la dopamine, la sérotonine, les endorphines, l'ocytocine, tout ce qui est en in. Et plus un gène en particulier est développé, plus nous allons en sécréter, plus notre cerveau va en sécréter, et plus nous en sécrétons, mieux nous nous sentons. Donc on comprend bien qu'il y a des natures différentes. Il y a des gens qui vont se marrer tout le temps, parce qu'il y a plein de neurotransmetteurs qui circulent là-haut, et il y en a d'autres pour lesquels les interprétations de la vie seront un peu plus sèches, disons ça comme ça. Et ça compte pour 50%. Donc il reste encore la moitié. Et ce qui est fascinant, c'est que les conditions extérieures auxquelles nous donnons un pouvoir, nous accordons un pouvoir gigantesque en se disant si j'avais plus d'argent, s'il y avait plus de soleil, si j'étais en vacances, si j'avais une voiture qui roule plus vite, je serais plus heureuse. Et en fait, ces conditions-là comptent pour 10% de notre bonheur. Donc oui, au moment où je me lève, le soleil est bleu, j'ai comme ça une inspiration, mais ensuite dans ma journée, ça n'est pas ça qui fera que quand ça disparaît, je ne suis plus heureuse. Parce que ça veut dire qu'en hiver, on serait tous totalement malheureux. Alors on sait qu'il y a quand même des influences. Mais en effet, pour 10%, il y a des influences. Et ensuite, il reste 40%. Ceux-là sont extrêmement intéressants puisque c'est là où interviennent deux choses. Nos interprétations, donc les lunettes dont tu parlais tout à l'heure, et nos comportements. Donc qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je réagis ? Est-ce que je me lève et je pars dans une autre direction ? Est-ce que je reste sur ma chaise et j'attends ? Ça, c'est un choix que je peux activer. Donc, évidemment, la psychologie positive rentre dans les 40%. Cette information nous permet de choisir un certain nombre de choses, puisque une fois que je sais ce qui peut me faire du bien, je suis complètement libre d'essayer ou pas. Je voudrais rebondir sur ce 10%. Justement, dans l'enquête Ipsos, il y a quand même le facteur, quand on questionne les gens sur les facteurs de malheur, il y a le facteur financier, en tout cas en France, qui ressort énormément. Je crois que c'est presque 50%. Est-ce que ça veut dire qu'on est des mauvais prédicteurs de notre bonheur, finalement, en accordant de l'importance à ce qui nous rend finalement pas vraiment heureux à long terme ? Donc il y a deux choses. Dans cette étude, on demande aux gens, êtes-vous heureux ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Et ceux qui ne se déclarent pas heureux, on va leur dire, d'après vous, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux ? Et à ce moment-là, en effet, 70% de l'attribution, en tout cas des gens qui considèrent qu'il y a des facteurs dans leur vie qui ne les rendent pas heureux, mettent l'argent dedans.
Donc, il y a évidemment une énorme vision de l'impact de l'argent. Attention, l'argent, ça n'est pas vrai que l'argent ne compte pas du tout. 10%, c'est quand même pas mal, hein. Et ça fait une différence. On a tous fait la différence avec un peu plus de sous, un peu moins de sous. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus de sous ne va pas nous rendre plus heureux si on n'adapte pas un comportement. Et c'est pas d'en avoir, c'est ce que nous allons en faire. Alors après, il y a des seuils en deçà desquels, oui, ça fait une différence. Parce que nous avons besoin de protection, de nourriture, de relations, etc. Et l'argent va quand même nous permettre de mettre tout ça en place. Mais si l'argent était aussi manifeste, ça voudrait dire que dans des pays moins développés que la France, au PIB inférieur, les gens seraient malheureux. C'est absolument pas le cas. Donc, c'est une nuance, mais l'argent est une telle, c'est vraiment un véhicule qui est absolument dans toutes nos relations. Presque toutes nos relations sont transactionnelles, donc c'est pour ça que ça occupe autant de place. Mais non, les gens ne se trompent pas, ils ressentent des choses. Simplement, là aussi, je trouve qu'il vaut mieux s'attacher au fait que les gens disent « mes relations », vous voyez, entre une relation ou de l'argent, la relation peut m'apporter beaucoup plus que l'argent ne peut me retirer. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais les deux influencent quand même ce qui se passe pour nous. Alors on va se parler justement de ce qu'on peut faire au quotidien pour booster, on va dire, son bonheur. J'aimerais reciter cette phrase. Toi, tu es très portée sur la cuisine, donc je trouve que c'est une jolie métaphore. Tu écris « Il y a des recettes du bonheur, mais toutes ne sont pas adaptées à nos goûts et nos enzymes. » Pourquoi on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses ? Parce que personne ne fonctionne comme nous, que nous avons des aptitudes, des préférences, des neurones différents, des neurotransmetteurs plus ou moins actifs, des relations différentes, des contextes dans lesquels nous sommes. Enfin, rien n'est pareil. Donc, il faut en fait entendre toutes ces informations et toutes les propositions de la psychologie positive vraiment comme un menu et goûter. On goûte les plats avant de savoir si ça nous plaît et si ça fait une différence pour nous. Il y a des gens, par exemple, que beaucoup de sport rend extraordinairement heureux. Moi, ça m'angoisse, mais de ouf. Je déteste ça. Au-delà d'une heure d'effort physique, je gémis. C'est pas du tout mon truc. Or, mon fils hier, par exemple, a couru un marathon. Il est absolument enchanté, éclaté. Donc voilà des différences qui sont différentes. Nous sommes singuliers et complètement singulières. Donc on essaye les choses et puis on voit si ça nous plaît ou pas. Il n'y a pas de règles. Et pas de recettes, parce qu'on voit beaucoup aussi de recettes pour être plus heureux. Il n'y a pas de recette type qui serait adaptable à tous, en fait. Non, il y a des plats à cuisiner et goûter, voir si ça nous plaît. En mettant les bonnes épices. C'est ça. Alors justement, dans les grandes pratiques, dans les grands outils que tu décris, donc je rappelle que tu as écrit un livre qui s'appelle « 3 kiffs par jour ». Pourquoi c'est important de reconnaître les kiffs qu'on a dans sa vie et de remercier ? Donc c'est la notion de gratitude que tu développes beaucoup dans ton livre. En quoi ça contribue à notre bonheur ? C'est une émotion qui a été étudiée en long, en large et en travers. Elle fait partie absolument des choses qui vont avoir sur notre organisme un effet physiologique et sur notre psychisme un effet psychologique. En gros, à chaque fois que quelque chose de plaisant se passe, et lorsque nous avons l'élan de dire pour ça merci, donc ça peut être on remercie quelqu'un, ça peut être de remercier simplement la vie en se disant chouette, ou si on est croyant, on peut remercier une instance supérieure, quelque chose de plus grand que nous. Dans les 3 cas, je reconnais qu'il y a des choses qui proviennent de l'extérieur de moi, qui viennent dans ma direction et qui me font du bien. Et je remercie pour ça. C'est quand même assez dément qu'il y ait des choses comme ça qui nous sont proposées. Et si je sais faire ça, c'est tellement puissant sur le plan vraiment chimique de l'organisme que je peux gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. C'est ce que j'ai appelé un kiff en fait. Un kiff, c'est pas juste un plaisir. Un kiff, c'est un plaisir pour lequel je remercie, pour lequel j'accorde cette petite seconde qui me dit waouh, quand même, j'ai de la chance.
Et à ce moment-là, on comprend bien que le kiff est imprédictible. Je sais que j'aime la glace à la vanille, donc probablement, en mettant une cuillère de glace à la vanille dans ma bouche, je vais éprouver ça. Mais c'est surtout de regarder ce qui s'est produit dans la journée pour me dire, mais qu'est-ce qui a déclenché chez moi de la gratitude? Et c'est comme ça qu'on devient plus agile. Car, pour revenir au biais du négatif dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est que nous percevons avant tout le négatif, cet exercice de la gratitude, cet exercice des 3 kiffs permet précisément de créer de nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau. Et c'est ça dont on s'est rendu compte. C'est que pratiquer ce petit exercice tout simple nous rend plus capables et plus agiles, et ça devient une langue que nous parlons mieux, de percevoir le bon dans notre vie. Donc c'est absolument, les bénéfices sont complets. On change la physiologie du cerveau, on change notre perception, on dort mieux, on vit plus longtemps. J'ai pas d'autres, il y a pas d'autres, il y a pas de médicaments qui sachent faire ça. Pourquoi s'en priver du coup ? Pourquoi s'en priver ? Donc effectivement, c'est reconnaître après coup que ce moment a eu lieu, donc le cueillir, mais quel rôle joue l'intentionnalité là-dedans ? Est-ce qu'il y a aussi cette notion de je dois cultiver des plaisirs, un certain nombre de plaisirs qui me font du bien dans ma journée ? Alors, ça c'est autre chose maintenant, c'est choisir mes comportements. Et donc, quelle activité me fait du bien ? Alors, là aussi, énormément de recherches là-dessus, pour se rendre compte que les activités qui nous nourrissent le plus et qui créent en nous la possibilité de faire les choses difficiles, donc pour le dire autrement, les activités qui remplissent notre citerne d'énergie pour pouvoir faire ce qui nous casse les pieds, sont des activités qui vont provoquer en nous ce qu'on appelle un moment de flux, une expérience optimale. Et une expérience optimale, c'est lorsque nous faisons quelque chose qui engage nos compétences, pour lesquelles nous avons un objectif et pour lesquelles nous allons recevoir du feedback. Donc c'est quelque chose que je sais faire, mais qui a pour moi un bon niveau de difficulté. Comme ça, je suis concentrée et engagée. Je sais à quoi ça sert, je sais à qui ça sert. Et pendant ce temps-là, ce qui se produit, c'est que justement cette petite voix qui est la voix de l'autocompassion, de la critique dont nous parlions tout à l'heure, cette petite voix va se taire, car je suis si concentrée que je n'ai plus le temps de l'écouter. Et à ce moment-là, nous perdons la notion du temps. C'est comme ça que tout à coup on relève le nez, on se dit « Waouh, ça fait déjà une demi-heure qu'on se parle, on n'a pas vu le temps passer ». C'est la preuve que nous étions à ce moment-là dans un tel moment de concentration que nous sommes dans un moment de flux. Et quand on ressort de ça, on a rempli la citerne. Et donc si on regarde bien, c'est un soupçon décevant, mais là où nous allons éprouver ce type de... Enfin, où nous allons avoir surtout la possibilité de vivre des moments, c'est en travaillant. Parce que lorsque nous travaillons, eh bien, il y a vraiment des moments où nous avons besoin d'être concentrés. Et quand on interroge, par exemple, des femmes pour savoir ce qui les rend heureuses ou qu'est-ce qui donne du sens à leur vie, très souvent, elles vont parler de leurs enfants. Le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir des enfants donne du sens à leur vie. Et puis ensuite, on vient voir ces mêmes femmes et on leur demande de décortiquer leur journée pour dire à quel moment comment elles se sont senties dans chaque activité, donc dans les transports, en envoyant des emails, en discutant avec une copine, en faisant les devoirs avec les enfants le soir, enfin tout, absolument tout dans la journée. Et le pire moment de la journée, c'est le soir avec les enfants. Donc ça veut dire que nous sommes plus heureuses en composant un email qu'en étant avec nos enfants. Ça n'est pas moral, c'est parce que lorsque je compose un email, je ne fais que ça. Donc je suis complètement à ce que je fais. Le soir, avec mes enfants, je ne suis rarement qu'en train de faire ça, parce que je suis en train de me préoccuper du dîner, me préoccuper du lendemain, me préoccuper de quelque chose, c'est cette fameuse charge mentale. La charge mentale est l'ennemi absolu de ces moments de concentration. Voilà, donc ça, ce sont quand tu parles d'intentionnalité, c'est même une organisation, c'est d'identifier dans nos vies qu'est-ce qui nous met dans cet état-là et de veiller à le faire. Parce que en veillant
à faire ce qui va nous permettre d'être concentrés. C'est pour ça que tu parlais de la cuisine. La cuisine, pour moi, est un moment, le soir, où je vais me concentrer sur ce que je fais. C'est une composition, c'est pas une tâche ménagère. Je le vis pas comme ça, je le vis comme une composition. Et c'est en fait un moment où je suis en train de me recentrer. Et je suis en train de récupérer de la journée d'avant. Mais pour quelqu'un d'autre, la cuisine sera une tâche ménagère irritante ou qui ne demande pas cette concentration-là. C'est d'où l'importance de se connaître et de repérer quels sont les moments qui nous procurent des sensations comme ça. Donc ça nécessite d'organiser son temps et de planifier ces moments de flow dont tu parles pour en avoir une certaine dose dans son quotidien et pas de se laisser happer dans cette un peu roue du hamster, charge mentale qu'on subit tous d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose d'avoir rendez-vous pour faire un certain nombre de choses, alors pour faire du sport, pour faire la cuisine, j'ai comme ça des rendez-vous amicaux, j'ai des rituels amicaux dans ma vie, parce que alors l'amitié, les moments de conversation avec les copines et les copains, ça c'est un vrai moment de flux. Là vraiment, on recharge les batteries pour plein de raisons en même temps. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai organisé, instauré. Il y a des jours de la semaine, il y a 2 jours de la semaine où je vais toujours voir les mêmes personnes parce que je sais qu'avec ces personnes-là, nous avons des discussions de cette qualité-là et on rigole et ça me permet de cuisiner. Enfin, ça réunit plein de choses. Donc oui, c'est organisé. Donc il faut avoir, donc je rappelle, à la fois les plaisirs et les instants de grâce, ceux dont tu nous parles, les deux sont importants. Sur le plaisir, je voudrais qu'on revienne un peu dessus parce que tu écris « Le plaisir s'étiole quand on le répète car nos neurones ne sont pas capables de réagir de la même façon coup sur coup ». C'est intéressant parce que, est-ce que ça veut dire qu'il faut varier ses plaisirs pour pas créer cette forme d'adaptation en fait ? Ce que veut dire cette phrase, c'est la fameuse première gorgée de bière. Elle a un goût dément. Le corps ne sait pas reproduire cette même sensation à la deuxième. Donc il y a déjà une habituation. Alors la seule chose sur laquelle ça ne fonctionne pas, cette théorie, c'est sur le plaisir sexuel, Dieu merci, et les sons. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour prévenir du danger ou quand il y a une ambulance, l'ambulance va avoir une sirène parce que la sirène, on ne peut pas s'y habituer. Mais en dehors de ces 2 choses-là, on s'habitue à tout. Donc tout ce qui est répétitif, eh bien, finit par avoir moins d'intensité que la fois précédente quand c'est coup sur coup. La sirène, on s'y habitue pas ? Non. Ah, c'est marrant, j'avais jamais entendu ça. Mais est-ce que c'est parce que c'est un son qui est quand même désagréable ? Ce sont les sons, vraiment. De manière générale. Oui, de manière générale. On se lasse pas des sons. Alors, en tout cas, la sirène, le son strident, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évacuer. Oui. Quand on vit au bord d'une voie ferrée, on s'habitue au train. Les habitants qui vivent près de la voie ferrée ont intégré le bruit que fait le train. Ils peuvent quand même dormir, ils peuvent quand même, comme les gens qui vivent sous les aéroports. Mais la sirène, non. C'est plutôt une bonne nouvelle, du coup. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Alors, comment on peut cultiver, justement, ces moments de gratitude ? Toi, tu nous proposes plusieurs exemples dans ton livre. Donc, tu parles du journal de gratitude, du discours de gratitude. Enfin, il y a plusieurs grades, si je puis dire. Comment on peut, justement, s'emparer de ces outils pour essayer de cultiver, savourer ces bons moments via la gratitude ? Alors, pour s'entraîner, la première chose, c'est d'y penser. Donc, on peut tout à fait y penser. Si on est un peu plus formel, on peut avoir un carnet de gratitude ou un téléphone de gratitude, enfin, peu importe. Ce qui compte, version digitale. Ce qui compte, c'est de s'arrêter et de noter pourquoi on a éprouvé de la gratitude. C'est l'exercice donc des 3 kiffs que l'on peut faire le soir pour revenir sur sa journée. Ensuite, ce que nous avons fait quand j'ai découvert tout ça, c'est que nous avons instauré ça à table le soir avec les enfants. Donc, mais pas toujours de nouveau, parce que sinon ça devient trop systématique et ça n'a plus la même saveur. Donc, de temps en temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à force, ce sont nos enfants qui, lorsque les soirées partaient en cacahuète, parce que nous sommes une famille tout à fait normale, donc il y a des soirées qui partent totalement en cacahuète, c'est un des enfants disait « Ah ben tiens, si on faisait les kiffs, parce que hop, tout le monde revient, il y a une espèce de transitivité en plus entre nous quand on fait ça en groupe. On peut faire ça dans une réunion professionnelle, c'est-à-dire de commencer par les bonnes nouvelles et que chacun partage justement ce qui s'est bien passé sur le projet en cours, et puis ensuite, bien sûr, on va parler du projet et de ses difficultés. On peut aussi la ceinture orange, hein, si on avait la ceinture blanche et la ceinture jaune, maintenant la ceinture orange, c'est d'écrire à quelqu'un un mot, une lettre, une carte, un mail, un texto, pour remercier cette personne d'être qui elle est dans notre vie. C'est pas un remerciement de politesse.
C'est pas merci pour le gâteau. Ça, c'est de la politesse. Mais si j'écris merci pour le gâteau que tu m'as apporté, parce que je vois toute l'attention que tu as mis dans ce geste-là, ça me touche beaucoup. Je te remercie pour ça. Je te remercie à ce moment-là parce que ça me touche plus que pour le gâteau. Ça, c'est de la gratitude. Et puis, alors, ceinture noire, c'est d'écrire une lettre ou un mot, enfin voilà, toujours le même exercice, mais cette fois-ci d'aller le délivrer en personne et d'aller voir la personne pour lui exprimer tout ça. Et dire à quelqu'un, je viens de voir parce que je voulais juste te dire que la différence que tu fais dans ma vie, c'est ça. D'ailleurs, tu cites un exemple dans ton livre, tu l'as fait, tu as écrit des lettres et tu as lu un discours, je crois, à ton mari. J'ai fait une visite de gratitude, ça s'appelle. Oui. Donc pendant 1 an, quand j'ai découvert tout ça, puisque je m'étais engagée à tout essayer avant d'écrire, j'ai en effet acheté aucun cadeau. Et j'ai écrit des lettres au moment des anniversaires, au moment de Noël. Donc mes enfants étaient ravis cette année-là. Eh bien oui, tu as une lettre, voilà. Le Père Noël t'a apporté une lettre. Pour leur dire, pour manifester ça. C'est incroyablement émouvant à faire. Et ensuite, donc dernière intervention, c'était justement dans le niveau d'intervention, c'est la visite de gratitude. Et j'ai donc fait une visite de gratitude à Alex, qui est mon mari. C'est très fort et en même temps, je trouve ça très difficile à faire quand on sait que voilà, les émotions sont aussi associées à beaucoup de pudeur. On peut avoir vraiment du mal à se laisser aller, à dévoiler ce qu'on ressent pour les autres. J'y suis allée avec une boîte de Kleenex. Je l'ai installée entre nous. Je m'en suis beaucoup servie. Mais j'étais très, 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 très heureuse de l'avoir fait et lui un peu gêné et à la fois très heureux au bout du compte d'avoir entendu ça parce que c'est très touchant. C'est touchant, c'est vrai, c'est réel. Et puis, même pour moi, ça m'a permis de remettre en ordre les raisons pour lesquelles je tenais à lui. Oui, ça permet de se rappeler pourquoi on aime les gens aussi. Pourquoi on les aime, pourquoi ce qu'ils nous apportent, ce qu'ils représentent dans notre vie. Parce que sinon, qu'est-ce que je vois dans ma vie de tous les jours avec Alex ? Ces chaussettes qui traînent. Ouais. C'est normal. Mon cerveau est comme le cerveau de tout le monde. Donc, de temps en temps, on a besoin d'aller voir l'autre côté de la Lune. Super, ce sont de super exercices. D'ailleurs, et pour la petite anecdote, pour les auditeurs, quand je suis arrivée chez Florence, sur ta boîte aux lettres, c'est marqué Florence Servan-Schreiber, merci. Petit clin d'œil, donc ça voilà aussi, c'est quelque chose de facile à faire. Merci Florence pour ce beau témoignage en live, on va dire. Dans les autres choses aussi que je souhaitais qu'on aborde, il y a le contact physique. Tu en parles aussi dans ton livre. C'est vrai qu'on se touche quand même moins, enfin en tout cas depuis le Covid. Alors je sais pas si c'est toi ou si c'est certaines études que tu as repris. Tu expliques qu'il est important de se toucher plusieurs fois par jour et je crois que la bonne recette c'est 4 fois 6 secondes minimum. Pourquoi c'est important en fait de se toucher? Alors toujours parce que nous sommes des créatures sociales. Nous avons besoin des mammifères, nous avons besoin de contact physique. Il y a eu tellement d'exemples, de démonstrations de ces enfants qui ont été placés dans des orphelinats et personne ne les prenait dans les bras ou ne les touchait. Ils n'ont pas eu de développement intellectuel satisfaisant. Donc, c'est même pas une coquetterie, c'est même pas quelque chose en plus d'être touché, ça fait partie de ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, ce que recommandent les chercheurs, c'est que si dans des périodes de notre vie, nous n'avons pas de compagne ou de compagnon ou d'enfants à attraper et à renifler, eh bien, il vaut mieux se faire masser, aller prendre un cours de danse qui implique de danser avec quelqu'un d'autre, trouver une façon de se rapprocher physiquement d'un autre être humain. Lorsqu'on nous touche, lorsqu'on pose sa main sur quelqu'un, ça va générer de l'ocytocine, qui est cette hormone de l'attachement. Et par exemple, on a plus de réponses à une enquête dans la rue si on touche le bras des gens avant de leur poser des questions. Si on nous touche, à ce moment-là, nous avons l'élan d'aller vers l'autre. Donc, c'est absolument nécessaire, c'est juste nécessaire à qui nous sommes, à ce que nous sommes, à l'espèce que nous sommes. Et c'est aussi culturel. En fonction des cultures, on va plus ou moins se toucher aussi.
Oui, il y a des histoires d'espace entre nous. Chaque pays quasiment a sa mesure, la mesure acceptable. Je crois que chez nous, c'est 1,50 m. C'est beaucoup, 1,50 m. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors évidemment, dans le métro, on les a pas. Mais c'est vrai que dans le métro, tout de suite, on se sent très oppressé quand les gens sont trop près. Dans certains pays asiatiques, c'est encore plus loin. Dans d'autres cultures, c'est plus près. Donc oui, il y a ça. Mais quelle que soit la distance sociale acceptable, il n'en demeure pas moins que nous avons besoin de toucher et d'être touchés. Pour finir cette conversation, je voudrais qu'on parle un peu de l'écriture. Je sais que c'est un sujet qui t'est cher, tu as écrit aussi un livre sur ça. Quel rôle peut jouer l'écriture dans notre bonheur et comment on peut s'en emparer justement ? En effet, je suis allée partie à la recherche de toutes les études qui ont été faites sur l'impact de l'écriture sur notre humeur, sur notre histoire, sur nos traumatismes, sur notre créativité. Et il faut savoir que l'écriture joue sur tout ça à la fois. Et quand je parle d'écriture, c'est pas du tout d'écrire un livre. Là aussi, confusion française. En France, on a toujours l'impression qu'il faut écrire des livres, je sais pas. Non. On n'a pas besoin d'avoir des bonnes notes en français pour bénéficier de tous ces avantages. C'est vraiment, que ce soit sur un clavier, que ce soit sur un téléphone, que ce soit sur un morceau de papier, c'est de raconter des choses, parce que ce qui va sortir par notre bras va en fait se métaboliser. Donc ça passe de ma tête à ma main, et c'est ce courant-là qui fait que ça peut alléger des traumatismes que nous avons vécus, parce que c'est le récit qui va les alléger. Ça peut nous permettre d'écrire à quelqu'un, donc on s'en rapproche. Ça peut nous permettre d'inventer une réalité. Donc, ça nous permet de nous sortir de là où nous sommes. Ça, c'est incroyablement bienfaisant. Ça permet de créer une mémoire. Quand on tient un journal, ce que fait ce journal, c'est que il ancre notre chemin comme le petit pousset. On peut retrouver ce par quoi on est déjà passé. Donc, ça nous donne des indications sur le fait que, nous avons déjà survécu à des choses, parce qu'on oublie, heureusement, on oublie tout ce qui nous est arrivé. Donc, c'est sympa de se rendre compte qu'on a déjà su faire, qu'on s'est déjà relevé, que c'est pas définitif. Et quand on vit des choses extraordinaires, quand on les relit, on les revit. Donc, vraiment, il y a 12 000 avantages à écrire, et je sais qu'on écrit de moins en moins, qu'on pense que c'est fastidieux, mais c'est tellement dommage. Et je ne dis pas ça en faisant ma mamie Flo. Je dis ça, de nouveau, aucun médicament ne fait ça. Et c'est une amélioration fantastique et multicanale de tout ce que nous vivons. Et c'est aussi une sublimation de ce que nous vivons. Donc, vraiment, écrivez. Et il y a des communautés entières qui se créent sur Internet. C'est très intéressant, où chacun va venir poser. J'ai souvent animé des ateliers d'écriture comme ça, de très grande envergure, où il y avait aussi ce phénomène de venir poser un texte qui est lu par quelqu'un d'autre. Et pas nécessairement par des gens que je connais, justement. Par des gens que je ne connais pas, qui sont mes contacts digitaux. Mais le fait d'être lu me permet aussi d'avoir un regard extérieur sur ma vie. On en a besoin aussi. C'est comme le toucher, on a besoin d'être vu. On arrive presque au bout de notre échange, on a abordé plein de sujets, Florence. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette heure ensemble ? Qu'il est possible de jouer autrement, que les règles ne sont pas toujours les mêmes, que je peux introduire des choses différentes, que je peux les tester, que je peux les aimer, que je peux les rejeter, que je peux, par de multiples façons, ne plus me sentir coincée, parce que vraiment il y a des options. Et l'autre chose peut-être à retenir, c'est que cet investissement que nous faisons sur nous-mêmes, par l'autocompassion, par le fait d'apprendre des choses sur nos comportements, c'est l'investissement qui aura le meilleur rendement de tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, car nous sommes la seule compagne ou le seul compagnon ad vitam, c'est-à-dire jusqu'à notre mort, de la personne que nous sommes. Donc, autant être notre amie. Merci infiniment, Florence. Merci pour tous ces partages. C'était une vraie joie de t'écouter. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle florencefermanschreiber.com.
une newsletter aussi, qui est hebdomadaire, où je parle de tous ces sujets. C'est-à-dire que vraiment mon angle est de trouver de la légèreté via des informations sérieuses. C'est ça que je fais, que je partage avec plaisir, et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et tes livres, bien sûr. Et mes On livres. remettra les références. 3 kiffs par jour, Power Patate. Et écrire pour s'épanouir et kiffer. Et il y en a un bientôt qui va arriver au mois de janvier. Surprise, ok. Super, merci beaucoup Florence. Merci à toi. Merci de prendre le temps d'aller chercher ces informations. Avec grand plaisir, avec grande joie. À bientôt, j'espère. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre l'actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.